Non, on a parlé on vient juste là pour faire la conférence. Pour permettre justement de ne pas gêner qui est... Ouais. Là, ici, on a parlé, là, viens vers là. Notre héros. Doucement, attention, ne criez pas, il finit la conférence, on sort en bas. D'abord, ils sont où? Thibaut et les hommes sont faits juste un petit cordon. Si vous êtes derrière, pour que les autres viennent se placer ici. Alors, mes amis, là, c'est la sortie du tribunal. Alors, écoutez, la conférence de presse partagée. Ils sont d'abord mitigés et de regrets. De regrets, d'abord à mon arrivée, Akkad m'a été retiré pour des raisons X et Y. Deuxièmement, le soutien. Il a été privé au peuple d'Afrique et à sa diaspora d'être présent dans la salle. Nous n'avons pas du tout apprécié et aimé cette façon de faire. Et troisièmement, justement un petit détail, après quelques secondes, il m'a été demandé notamment d'enlever le couvre-chef, ce qui était pour moi encore une façon, notamment de me vider de tout ce que j'avais entre mes mains. Alors parce que je vois qu'ils connaissent et qu'ils comprennent bien la symbolique que nous portons, nous, à certaines choses, et qu'ils vont dans ce sens. Donc, ce sont les premiers sentiments. Deuxièmement, c'est les sentiments de remerciement à tout notre peuple, à tous mes frères et sœurs qui sont ici, et qui ont démontré vraiment, aujourd'hui, nous avons réussi quelque chose de fort, parce que la dignité est rentrée à l'intérieur du tribunal de Paris. La dignité ici, quand ils ont manifesté ensemble cette discipline, de pouvoir permettre afin que l'audience se tienne aujourd'hui et que l'audience débute. Mais aussi, cette dignité s'est fait ressentir à l'intérieur, là-bas dans le procès. D'où l'on a vu à travers tous les avocats, à travers les amis, les camarades qui successivement ont pris la parole, on a pu remarquer cette expression de la dignité qui nous a animés et qui nous caractérise dans cette démarche. Parce que justement, le ministère public, dans sa réquisition, tout le monde a constaté la difficulté et l'impossibilité qu'il y avait justement de prononcer une peine dans ce sens. Donc ce qui a été retenu, d'autant plus que Mwazulu Diabanza a été condamné pour diffamation, entre guillemets. Vous vous rappellerez l'histoire ô combien monstrueuse de l'enfant Caïs à Montreuil, lorsque je suis passé au devant de la scène de défendre l'enfant Caïs. Notamment le maire de Montreuil, Patrice Bessac, s'était senti offensé et offusqué. Et il est allé pleurnicher devant le juge. Et le juge a décidé de me condamner pour atteinte à l'honneur à l'égard du maire de Montreuil. Donc comme il y a eu ces précédents, le ministère public a décidé que moi, Zoulou, soit condamné, que je sois condamné pour 1000 € d'amende. Donc vous voyez nettement que la peine, déjà dans les réquisitions je parle, dans les réquisitions, la peine d'emprisonnement a été écartée. L'amende, avec ces montants faramineux, aussi a été écartée, ce qui démontre que la voix a été entendue. Le tribunal a compris et le monde a compris. C'est alors que je vous disais avant d'entrer ici que j'ai la ferme et l'intime conviction que nous allons remporter le procès. Justement parce que le juge président, qui d'ailleurs m'a surpris, c'était un homme très serein, très calme, et qui lui-même a énuméré les difficultés qu'il y a de juger cette affaire. Parce qu'il a intégré la dimension historique, il a intégré la dimension judiciaire, il a intégré la dimension civile. Est-ce que sommes-nous appelés à juger cela? Combien d'historiens faudra-t-il? Combien de spécialistes faudra-t-il? Combien de dignitaires faudra-t-il pour juger cette affaire? Donc vous imaginez qu'il y a l'impossibilité de juger cette affaire dans le tribunal
tel que le système judiciaire occidental est organisé. Donc il faut faire appel à l'éthique, il faut faire appel à la conscience humaine, il faut faire appel au bon sens. Et au nom de ça, les juges ont été impactés. Et dans cette difficulté, le juge a voulu notamment, parce que c'est le mandat qui lui a été donné par le peuple français, de juger l'acte. Et nous avons su, tous nos camarades et les avocats, démontrer combien cet acte-là était politique et qu'il était inscrit dans une logique déjà partant de nos prédécesseurs. Parce que quand on parle du viol de la loi, quand on parle de braver la loi, il y avait une loi qui existait en Afrique du Sud, d'où les citoyens et les citoyennes sud-africaines étaient autorisés à circuler, mais avec un pass. Winnie Madikizela Mandela avait bravé cela. Ici, non loin de vous, Mohandas Gandhi, avec qui peut-être je ne partage pas certaines positions et certaines philosophies pensées, mais avait quand même bravé ces interdits-là et permis notamment à la société humaine d'avancer. Nelson Mandela, rappelez-vous le régime ô combien monstrueux de l'apartheid, avait justement payé de sa personne pour que les choses puissent avancer. Et en ce moment-là, l'image me revenait de Rosa Parks, cette courageuse et admirable dame qui notamment avait refusé de céder la place aux citoyens blancs, aux citoyennes blanches, parce qu'il y avait une loi dans ce sens. Et ces lois immorales, l'image de Martin Luther King, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit là-bas, m'était revenu dans l'esprit. Lui qui disait, nous avons la responsabilité morale de refuser d'obéir et de tempérer aux lois injustes. Et c'est ce que nous avions fait dans cet acte-là. Et la continuité de notre action s'inscrit dans ces logiques. Alors, ma conclusion à la barre était simple. Et je vous le répète, j'ai dit au juge ceci. S'il arrivait par malheur, par omission ou par pression, qu'il advenait que nous tous nous soyons condamnés, le juge aura réussi un miracle, malgré lui, de nous permettre à nous de figurer dans ces carrés restreints des hommes et des femmes martyrs qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur argent, qui ont payé de leur temps, qui ont payé de leurs années de liberté pour que les causes humaines puissent avancer. Donc il aura réussi par sa condamnation, nous qui étions des simples citoyens et citoyennes, de nous faire rentrer dans ces carrés-là. Et si par bon sens et par la logique de choses et de faits, telle qu'elle démontrée tout au long du procès, le juge nous relaxait, ce qui d'ailleurs reste à 90% notre intime conviction et la probabilité des choses, il aura réussi à envoyer un message aux prévaricateurs, aux voleurs et aux receleurs, qu'au nom de l'éthique, au nom de la morale, de la conscience et de la religion, nous ne pouvons permettre à ce que le prévaricateur, le voleur et les violeurs puissent jouir d'une certaine admiration et, si vous voulez, acclamation de la société humaine. Donc vous allez faire d'autres actions dans d'autres musées? Je l'ai répété au tribunal, mon intime conviction et de tout le peuple africain, nous nous battrons. Nous allons accentuer ces combats pour la récupération de notre patrimoine. Nous sommes un mouvement de réflexion et d'action. Notre mouvement, avec tous les camarades des mouvements panafricains avec lesquels nous sommes unis et nous opérons dans le sens de la récupération de ces patrimoines, nous travaillons pour que, au moment décisif ou au moment nécessaire, de réfléchir quel type d'action et pour quel impact. Là, nous avions réussi justement à amener les choses là où on a voulu les emmener. Parce qu'en ce moment, vous aurez à voir, comme d'ailleurs Maître Calvin l'a dit, le juge président ne voulait pas faire un procès de l'histoire. Mais ce procès fera l'histoire. Il fera l'histoire parce que le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, le peuple d'Océanie, le peuple d'Amérique, qui ont été tous dépossédés de leur patrimoine, vont justement se retrouver dans cet acte. Et c'est dans cette logique-là que l'appel est lancé à toutes ces personnes-là, aux citoyennes françaises, aux européennes, aux citoyens français, de pouvoir saisir cette opportunité, cette occasion pour purger justement leur mémoire de tous ces siècles d'ignominie et de mensonges durant lesquels on les a répétés que les Africains ne seraient pas capables de prendre soin de ces œuvres-là, que c'est eux-mêmes qui nous les avons vendues et on leur a caché la vérité. Donc voilà ce qu'en était le déroulé du procès.
Et il a été décidé qu'ils ne pourront pas délibérer là, tout de suite. Ils vont délibérer le 14 octobre à 9h. Le 14 octobre à 9h, ils vont délibérer justement pour en savoir quelle en était la décision du juge. Voilà les amis, je pense que vous l'avez entendu vous-même, ce qui en a été le déroulé du procès du 30 septembre 2020, ce jour qui restera à jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Et nous restons tous et nous demandons à tous les fils et filles dignes d'Afrique, toute personne éprise de paix et de justice, de rester mobilisée pour que plus jamais, mais plus jamais, ce genre de choses ne puissent encore se reproduire. Si par mégarde, certaines personnes s'hasarderaient encore à aller dans cette direction-là et priver le peuple d'Afrique de quelque bien que ce soit, eh bien, que le peuple digne d'Afrique se mette debout pour faire barrière, tout simplement, au nom de la dignité, oui, au nom de l'unité et du courage et de l'éthique et de la morale. Pour empêcher toutes ces choses-là d'arriver. Et que désormais, comme je le disais aux générations futures, si demain, ces pièces-là sont encore dans ce musée occidental, cela veut dire que toute cette procédure n'a pas abouti et que vous devriez continuer les combats. Mais si ces œuvres reviennent en Afrique, ben, il va falloir en prendre soin, en profiter de cela de manière digne pour relever notre société et notre communauté. Voilà les amis, c'est avec, comme vous pouvez le constater, nous sommes encore dans ces locaux et nous allons nous diriger vers la sortie pour attendre le verdict qui va arriver. Mais peuple africain, restons debout. Peuple africain, restons debout et mobilisés, car l'avenir nous appartient. Plus jamais ça, plus jamais que personne ne vienne pour vouloir profiter de notre intégrité, pour pouvoir profiter de notre bien, de nos biens, pour pouvoir profiter de quoi que ce soit. Je pense que la victoire est de notre côté. Vous pouvez vous rendre compte comment les prévaricateurs prennent soin. Je ne sais pas si c'est par peur ou quoi, mais restons mobilisés, chers frères et sœurs africains. La victoire est de notre côté. Du côté de la justice, tout simplement, et du côté de la vérité, entre les prévaricateurs, entre les voleurs. Voilà la haie d'honneur qui nous est réservée. Voilà. La haie d'honneur qui nous est réservée. Il y a des gens qui font des guerres sur Internet, on a des choses plus importantes. Moi, ça me tue. Voilà. Voilà la haie d'honneur. Voilà. C'est bien là, comme le dit le frère Williams, oui, ils vont nous le rendre. De gré ou de force, ils vont nous le rendre parce que, comme le disait notre frère Mouazoulou, on ne vole pas l'œuvre de l'esprit. Nos ancêtres ont travaillé intelligemment pour produire ces œuvres-là et il est hors de question que ces pièces
puisse être emprisonné ou gardé quelque part par X ou Y personne au nom de je ne sais quoi. Voilà. Que vive le Congo, oui, que vive l'Afrique, que vive le monde libre, tout simplement. Voilà. Nous voilà. Non, Bazou, il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur la page MIDC qui ont soutenu et qui continuent à soutenir. Un petit mot pour eux spécialement. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, d'abord salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Et je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier d'ailleurs ce qui est la responsabilité de chacun d'entre nous d'avoir consacré ou donné de votre temps et de vos énergies justement pour soutenir ces combats menés par nos ancêtres depuis, par nos pères et par nous. Vous n'êtes sans ignorer que sur le plan politique et diplomatique, toutes les voies ont été épuisées. En 1973, dans le couloir de l'Organisation des Nations Unies, le président Mobutu avait sollicité justement une résolution qui aurait contraint aux nations européennes et occidentales de restituer les œuvres volées à l'Afrique. Ce qui est resté lettre morte. Le président Patrice Talon et les gouvernements fédéraux nigériens sont dans le même sens de la récupération de notre patrimoine. Mais que cela ne trompe personne. Entre les paroles, les signatures des hommes politiques et les actes, il y a un écart considérable. Pour une illustration, quand vous allez regarder les accords monétaires qui régissent notamment la France et les pays africains, vous aurez à remarquer qu'on parle du principe de la garantie de convertibilité, dont la France assure la garantie de convertibilité pour les pays de la zone franc. Mais depuis 1990, tout le monde le sait que c'est un mensonge. D'ailleurs, lorsque nous avions posé l'acte à l'intérieur de la Banque de France, tout le monde a entendu comment ces gens-là nous disaient qu'il était faux et que tout le monde le sait. C'était pour dire que quand Emmanuel Macron parle de la restitution, ça, ce sont des paroles qui ne seront suivies d'aucun fait. Et il est de notre responsabilité justement d'aller dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons fait notre part de choses. Nous étions présents, malgré que les tribunaux français ont jugé justement d'aller à l'encontre du bon sens. Parce qu'il aurait fallu d'ailleurs que les policiers ou la police française puissent nous aider à identifier et arrêter les voleurs. Mais la question, on l'a posée. Je pense que le juge va y répondre. On a posé cette question. Parce qu'au-delà du vol, du pillage, les musées de Quai Branly et l'État français font usage de faux. Les titres de propriété dont ils disposent sont de faux. Des faux titres. Et ça, nous l'avons fait savoir devant la barre. Donc, les ministères publics, tout le monde a remarqué l'impossibilité, l'incapacité que les ministères publics avaient. D'ailleurs, parce qu'en fait des vols, on parle notamment de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Mais dans le bon sens, le ministère public a compris que c'était hasardeux d'aller dans ce sens. Donc, il a demandé, suite à certains précédents, comme je disais, la condamnation de Moizoulou vis-à-vis de Patrice Bessac, qui est une condamnation politique, une forme d'intimidation. D'ailleurs, j'en ai maintenant judiciaire, financière, toujours avec cette affaire-là, les huissiers qui sont venus au moins plus d'une fois. Je pense que vous avez suivi certains directs chez moi. Donc, c'est des pressions, des mesures d'intimidation. Et aujourd'hui, je pense que voilà, les époques ont changé. Et la maturité acquise par notre peuple dans son ensemble a changé. Je demeure convaincu qu'en aucun moment, nous allons subir ce que Patrice Lumumba et les autres ont subi. Donc nous sommes dans une époque qui a changé et nous avons fait notre travail. Ces moments étaient décisifs et étaient historiques. Et l'histoire, ces procès, va faire l'histoire. L'histoire pour nos ancêtres qui n'ont pas pu avoir
droit à ces procès pour pouvoir porter sur le plan judiciaire, notamment ce qu'en était leur position. Pour nos enfants, pour les femmes qui ont été à ce moment-là violées, massacrées, arrachées et déportées d'ici et là. Pour nous qui sommes là, héritiers de ces patrimoines et qui aujourd'hui avons la difficulté d'avoir accès à notre héritage, ce qui est étonnant. Et pour ceux qui viendront, quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Est-ce qu'il faudrait-il ces mondes-là, d'où comme la barbarie de l'armée américaine, une fois en Irak, sont allés toucher des sites historiques et sacrés de l'islam et notamment du peuple irakien? Est-ce qu'il faudrait-il laisser à ces barbares qui vont notamment dans des sites historiques et multimillénaires en Amérique du Sud, piller et déposséder ces peuples-là de leur héritage? Ceux qui sont allés en Asie, en Océanie, d'où aujourd'hui carrément le peuple qu'on appelle autochtone, les aborigènes, sont carrément en voie de disparition comme furent les Indiens d'Amérique. C'est ce monde-là que nous voulons donner? Non. Non. Donc nous faisons barrière au niveau de la conscience et dans les jours à venir, comme vous le savez, la détermination ne faiblira pas. Nous avons un devoir de faire notre part de choses. Et chacun de nous, comme les colibris, doit faire cette part de choses. Chacun de nous doit avoir une part de l'histoire à raconter à ses enfants et à ses petits-enfants. Pas qu'il a fallu que je sois là. Vous devez et nous devons être là. Partout où notre patrimoine est enfermé, l'humanité entière et l'Afrique de manière particulière, sa diaspora, nous devons aller chercher ce qui nous a été pris. Nous devons aller récupérer parce que nous ne sommes pas dans la revendication. Je crus entendre ça d'ici et là. Nous ne sommes pas dans la supplication. Nous sommes dans la récupération. Et c'est l'essence même des actes qui sont posés. Quand on entre dans un musée, on le prend. Ça nous appartient. Jusqu'au jour où on nous produira un document qui démontre que justement nous ne sommes pas les héritiers de ces œuvres-là. Donc voilà ce qui en sera dans les jours à venir notre ligne de conduite. Parce que la récupération de notre patrimoine, d'ailleurs, comme les 17 tenues que j'ai portées, justement, c'est la récupération de notre patrimoine. Parce que j'ai récupéré ces patrimoines enfermés dans le musée de Quai Branly, dont j'ai récupéré déjà parce qu'il faudrait que nos yeux s'habituent à revoir ça. À revoir ça. Moi, personnellement, ça c'est maintenant très personnel, je m'appelle Mwazoulou. Vous savez que Mwazoulou voudrait dire ceux de cieux, celui qui vient de cieux, ou la demeure céleste. Je connais ces histoires-là dont on vous raconte, il y a un Dieu qui est aux cieux. Donc j'ai décidé personnellement, comme je connais ces histoires-là, de renoncer au Dieu qui est aux cieux. Dorénavant, je crois au Dieu de mes ancêtres, au Dieu des statues. Et c'est là que je repose dorénavant ma foi. Parce qu'en tant que moi, Zoulou, je connais ces choses-là des cieux dont on vous raconte. Donc moi, j'ai renoncé à ces dieux-là. Ceux qui vont continuer, tant mieux. Mais je voudrais que ma foi soit respectée. Comme on a réussi à sortir nos statues de nos maisons, et on a fait rentrer la statue de Jésus, de Marie, de Saint, j'ai décidé maintenant de réintroduire dans nos maisons nos statues à nous. Et comme parfois il était advenu de porter la croix de Jésus, j'ai décidé en miniature de porter, notamment en pendatif, ces statues-là. Et c'est la raison pourquoi je commence par des vêtements. Donc voilà ce qui en sera les lignes dans les jours à venir, de ce qui en sera les éléments qui vont accompagner l'environnement de ces combats. Sur ce, unité, dignité, courage, je vais répondre à une invitation parce que c'était un accord de principe sur le plateau de France 24. Et après, donc, vous restez branchés, restez connectés parce que le combat et la lutte, nous la faisons ensemble. Je suis ces micros que vous avez utilisés pour cette action-là. Cet instrument, comme vous en utiliserez d'autres, c'est le peuple qui décide. Du moment où vous avez vu que ma disponibilité était la disponibilité la mieux placée pour permettre cela avec tous les camarades, alors moi, je me soumets à la volonté du peuple et je reste et je demeure convaincu que votre soutien sera indéfectible. Unité, dignité, courage. Donc, je voudrais conclure par les 17 novembre. Les 17 novembre, on sera à Marseille. Donc, je vous le dis parce que vous devez vous préparer. Nous serons avec notamment tous les camarades de la LDNA parce que nous étions ensemble dans ces combats-là lorsque nous sommes allés au musée de Marseille. Donc, prenez vos dispositions professionnelles, prenez vos dispositions familiales parce que nous devons aller ensemble à Marseille. Et après Marseille, le 12 janvier, nous serons en Hollande, en Bergendal, aux Pays-Bas. Il faudrait qu'ils nous voient ensemble parce qu'aujourd'hui, si on avait décidé de ne pas répondre
si vous avez décidé de ne pas répondre aux propositions que je vous ai faites, le procès aujourd'hui allait être justement ajourné. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que la présence de tout un chacun a joué pour que l'on ne fasse pas n'importe quoi. Et vous savez que la seule arme dont on dispose, capable de faire basculer la décision, c'est la présence de tout un chacun et de chacune d'entre nous. Donc il faut s'assurer à ce que Marseille, Pays-Bas, nous irons. Et il faut s'assurer prochainement, quand je passerai le message, quelle que soit la décision qui sera prise pour se préparer, être en accord, si vous voulez, sur le plan même administratif, quand viendra le tour des États-Unis, des British Museum et notamment de l'Espagne et du Vatican, parce que c'est un devoir qui sera accompli. Alors, limpide comme de l'eau. Limpide comme de l'eau. Je pense que vous avez compris ce qu'il en est. La lutte continue. Mobilisons-nous que chacun, comme le frère l'a dit, là où il se trouve, accomplir les devoirs qui nous appellent, qui est celui de la restitution des œuvres, qui sera pour nous un départ justement d'une nouvelle vie. Comme il a dit, on a dépossédé justement nos maisons et nos statues pour les remplacer par la statue de Jésus, de Marie et tout ce que nous savons. Alors, notre démarche aujourd'hui est de récupérer nos œuvres pour sortir la statue de Jésus et de Marie et consorts pour le remplacer par nos œuvres qui, en fait, qui sont réellement la représentation de notre esprit et de notre patrimoine. Voilà, sur ce, je pense que le live va s'arrêter là et nous revenons incessamment peu si il y a encore du nouveau. Voilà mes amis, à très bientôt. Une toute petite dernière séance photo avec les guerriers Wazulu. Voilà. À bientôt mes frères. Et puis n'hésitez pas, arrêtez pas même pour ceux qui vont regarder en différé la vidéo, de la partager vraiment au maximum pour que un grand nombre d'entre nous partout dans le monde puissent être informés de ce qui se passe non seulement ici en France, mais sur la surface de la planète entière.